Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième omnibus Spider-Man, la saga du clone. Un omnibus paru il y a bien longtemps, édité par Panini Comics, qui revient sur cette saga culte des années 90, la saga du clone. La couverture est magnifique, elle met en scène Spider-Man et Scarlet Spider, deux Spider-Man, Peter Parker et Ben Reilly. C'est scénarisé par John Mark de Matteis, Tom DeFalco, Howard Mackie et Todd Dezago, avec une pléiade, une ribambelle de dessinateurs, certains qui reviennent comme Mark Bagley, comme Jill Kane, comme John Romita Jr., Sal Buscema, Bill Sienkiewicz ou Tom Lyle et Steven Butler, et puis des petits nouveaux sur la série comme Ron Lim ou Darick Robertson, et ouais, le Darick Robertson de The Boys, qui avait un style bien différent à l'époque, et puis un tout jeune Darick Robertson. Vous allez découvrir ces pages. La saga du clone est une saga culte dans l'univers et dans le panthéon Marvel, et Panini ne s'y est pas trompé en rééditant cet arc qui était très demandé, qui était déjà sorti une première fois il y a quelques années et qui est ressorti en 3 volumes. Nous avons fait une vidéo pour le premier volume. Voici la vidéo du second tome. Nous allons pouvoir découvrir les pages et l'univers étendu de cet univers, de cette saga qui avait été à la base prévue pour être un arc assez court finalement, mais devant le succès, eh bien, Marvel à l'époque a rallongé la saga en rajoutant des protagonistes, en rajoutant des intrigues, en rajoutant des personnages, en rajoutant évidemment tout ce qu'il faut pour faire le succès d'une saga culte. Alors, nous allons le voir, la saga réédite donc les épisodes dans l'ordre, et c'est tant mieux. Mais donc propose les séries à la suite. À l'époque, il y avait 4 séries Spider-Man: Amazing Spider-Man, Spider-Man, Web of Spider-Man et Spectacular Spider-Man. Plutôt qu'avoir chacune son propre destin, parce que souvent, quand il y a 4 séries ou 3 séries ou 2 séries sur le même personnage en parallèle, ça raconte des histoires différentes. Là, pour ce type d'événement, ce type de petit crossover, si vous voulez, l'histoire commence dans Amazing Spider-Man, se poursuit dans Spider-Man, puis dans Web of Spider-Man, et en fait, donc du coup, vous avez un numéro par semaine au lieu d'avoir un numéro par mois, ce qui fait évidemment une grosse dose de lecture. Mais comme vous le savez, les comics fonctionnent sur le principe du feuilleton et du cliffhanger. Ça permettait d'accrocher les lecteurs. Alors pendant très souvent, on a dit que les années 90 manquaient de talent, d'idées et de bonnes histoires. La saga du clone a permis à Spider-Man d'avoir un énorme événement au milieu, à la fin des années 90, puisque cette saga a prouvé que Spider-Man pouvait exister malgré le départ au début des années 90 de Todd McFarlane et Erik Larsen, les 2 grandes stars qui ont travaillé sur Spider-Man au début des années 90. Et donc, ça a été un véritable phénomène, et ça a donné véritablement un second souffle. C'est parti d'une idée géniale. Spider-Man n'est pas celui que vous pensez, Peter Parker n'est pas celui que vous pensez, et donc il y a une histoire de clone qui va venir se greffer. Et donc, elle a été étendue. Certains vous diront qu'il y a eu trop de rebondissements et d'épisodes, et qu'au bout d'un moment, l'histoire s'est perdue en cours de route. En tout cas, ça a été un véritable phénomène, et son succès récent en omnibus nous prouve à quel point elle a laissé une place indélébile dans le cœur des lecteurs. Alors, on va ouvrir l'album et on va parcourir tout ça, et on va voir la somme de talent qui a travaillé sur cette série. Et nous allons donc découvrir, donc on commence avec le Web of Spider-Man, qui ne coûtait qu'à l'époque 1,50 $. Et nous allons donc découvrir l'énergie et le talent déployé. Alors qu'un dessinateur dont j'ignore totalement l'existence, qui s'appelle Roy Burdin. Roy Burdin, qui n'a pas fait carrière visiblement, et qui certainement faisait une sorte de fill-in à l'intérieur de cet arc, et qui avait fait ce numéro de Web of Spider-Man. Alors on commence pas forcément avec le meilleur dessinateur, ni la meilleure impression, mais ça va s'arranger bien entendu. On enchaîne avec Amazing Spider-Man 403.
On est plus de 100 numéros après le run de Todd McFarlane. Mark Bagley, que vous reconnaissez, Mark Bagley qui, à toutes les époques, a dessiné Spider-Man. Vous connaissez sa carrière incroyable, hein, les New Warriors, hein, puis bien entendu la série Thunderbolt, hein, ressortie en omnibus l'été dernier. Et puis évidemment Spider-Man. Et puis quelques années plus tard, c'est lui qui sera l'artisan majeur de la série Ultimate Spider-Man. Il fera plus de 110 numéros. C'est complètement taré. Ensuite, nous avons donc la série Spider-Man classique, qui elle est dessinée par Tom Lyle. Tom Lyle qui est un des grands artisans de cette saga du clone et qui a fait un travail absolument impeccable. Son Spider-Man est tout simplement génial. Et donc ces scènes d'action sont absolument fabuleuses. Donc ça c'est le personnage de Kane que vous avez appris à découvrir dans le premier tome. Et on apprend, big spoiler, de toute façon si vous regardez ces pages, c'est que c'est le premier clone et qu'il a le visage, ce n'est dévoilé que maintenant, il a le visage défiguré certes, mais le visage de Peter Parker, et c'est le premier clone de Peter Parker. Et donc Peter Parker se rend compte, mais combien sont-ils ces clones? Il y en a partout. Donc la saga du clone prend évidemment encore plus d'ampleur. Alors cette couverture, elle déboîte aussi. Depuis, elle a été complètement réutilisée plein de fois pour des couvertures. L'opposition entre Scarlet Spider et Peter Parker Spider-Man. Et donc, elle est proposée par Sal Buscema et avec Bill Sienkiewicz à l'ancrage. Les épisodes de Spectacular Spider-Man avaient cette particularité là, de dénoter graphiquement, puisqu'il y avait Sal Buscema, la légende, et il y avait évidemment Bill Sienkiewicz, une autre légende. On reconnaît son trait anguleux. Vous savez, il a fait du Elektra, il a fait du Daredevil, il a fait des choses absolument exceptionnelles, du Moon Knight. Donc Mary Jane se dit oh là là, il y a quand même beaucoup de Peter Parker dans la pièce, hein, ils sont tous un peu pareils, c'est très bizarre. Ensuite alors en plus des 4 séries dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien ils se sont amusés à rajouter des épisodes. Donc il y a un épisode qui s'appelle Maximum Clonage Alpha. C'est Ron Lim qui est au dessin. Ron Lim, on le connaît parce que c'est un dessinateur mythique des 4 Fantastiques et de Silver Surfer. Il a aussi fait les X-Men 2099. C'est un auteur particulièrement doué et particulièrement fidèle à Marvel. Il a toutes les époques, il a dessiné et à toutes les époques. Il a vraiment œuvré pour que la Maison des Idées soit évidemment un très très grand vivier de talent, et il en fait partie. Voilà, donc vous découvrez évidemment ces histoires donc de clones. Les New Warriors sont de la partie, comme vous l'avez peut-être vu, et donc l'histoire prend évidemment toute son ampleur dans ce maximum clonage alpha qui industrialise cette histoire de clone et qui parce qu'aujourd'hui ça s'appelle la saga du clone, mais c'est une histoire au long cours. Ça s'est pas appelé la saga du clone depuis le premier épisode, c'est que a posteriori on a appelé ça la saga du clone parce que c'est devenu la saga du clone, et ça avait vraiment été pensé comme des arcs différents qui une fois mis bout à bout ont donné quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc les différents Spider-Man vont se croiser. Donc là on arrive sur le Web of Spider-Man 127, donc Steven Butler à la couverture et je pense au dessin, avec le Punisher en guest, Mary Jane dans un style évidemment très Todd McFarlane avec ses bouclettes, un Spider-Man très Mark Bagley. Est-ce que Mark Bagley s'est inspiré de Steven Butler ou inversement? En tout cas, il y a quelque chose entre les deux. Il se passe quelque chose. Cette couverture, donc, qui a servi de couverture par Mark Bagley, avec les anciennes couleurs, on va dire. C'est l'épisode de Amazing. Mark Bagley était quand même sur la série principale, parce que Amazing Spider-Man est quand même la série principale, évidemment. Regardez là, combien sont-ils? Combien y a-t-il de clones? Mon Dieu, où vont-ils s'arrêter? C'est assez rigolo. Et là, oh là là, regardez cette page, c'est terrifiant. Et là, le titre de l'arc s'appelle Maximum Clonage. Donc on est sur ce design, des années 90, c'est très cool ça. Donc la couverture de Spider-Man
de Spider-Man numéro 61, eh bien, nous propose donc cette couverture de Tom Lyle qui annonce 1 millier de clones. Et donc, là, on est vraiment dans Maximum Clonage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été industrialisé. Ça a été véritablement industrialisé, cette histoire de clone. Certains diront que l'histoire s'est perdue en cours de route. D'autres diront, mais c'est absolument génial de retrouver tout ça et de voir tout ça. Alors, on n'est pas dans une sorte de Spider-Verse, mais ces histoires qu'on voit aujourd'hui avec la multiplication des Spider-Man, eh bien, prend aussi un peu sa source là-dedans avec cette envie de décliner à l'infini les Spider-Man. L'épisode de Spectacular, eh ben, il est dessiné par Bill Sienkiewicz et Sal Buscema, bien entendu. Et là, il précise, et c'est très drôle, colorisation numérique par Malibu. Dans les années, donc on a vraiment changé d'époque pour la colorisation. Dans les années 90, c'est le début des couleurs par ordinateur et il y a la révolution Image Comics. Vous savez que Image Comics à la base, donc quand Jim Lee, Todd McFarlane et tous les autres, Mark Silvestri, ont quitté et claqué la porte de Marvel, ils ont créé Image Comics, mais au départ, ils n'avaient pas de structure. Et donc les premiers previews de leur série avaient un label Malibu Comics. C'était parce que ça devait être publié par Malibu Comics. Malibu Comics, c'était un éditeur de l'époque, aujourd'hui disparu. Et donc, en gros, ils avaient trouvé une nouvelle maison, mais ils avaient créé un truc qui s'appelait Image Comics chez Malibu. Et puis, finalement, ils nous ont sorti ça sous le label Image Comics. Et dans les premiers numéros de Spawn ou Youngblood, je crois, il y a marqué merci à Malibu Comics, un petit merci, salut, un petit coucou de la main de loin. Et en fait, Malibu Comics avait cette technique de faire des couleurs par ordinateur, comme chez Image Comics qui avait cette technique de le faire. Et en fait, Marvel et DC, ils ne savaient pas trop faire ce genre de choses. Et donc, du coup, quand ils ont voulu moderniser leurs comics, quelques années plus tard, chez Marvel, ils ont fait appel à Malibu Comics pour faire des couleurs par ordinateur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été industrialisé à ce moment-là, au milieu des années 90. Tout comme DC Comics, ça se dit, je ne sais pas si c'est vrai, que quand DC Comics a racheté Wildstorm, c'était pour deux raisons. La première, c'était pour avoir Jim Lee. Ils s'en foutaient des personnages de Wildcats, des personnages de Deathblow et tous les personnages Gen 13 et tout ça. Chez DC Comics, ils ne savaient même pas ce que c'était, ils ne comprenaient pas comment on faisait ça. À la limite, le vivier de dessinateurs, ça les intéressait pas trop, alors que bon, il y avait quand même du Travis Charest, il y avait quand même du Libero, du J. Scott Campbell. Ce qui les intéressait, c'était les couleurs, de récupérer les couleurs, de la technique, de comment on fait des belles couleurs. Parce que Wildstorm aussi faisait ses couleurs. Voilà, donc fin de la parenthèse. Donc là, on est sur, je reviens, Maximum Clonage Omega, donc un numéro qui conclut Maximum Clonage avec plein de dessinateurs différents. Et un dessin super chouette, je trouve. C'est très moderne. C'est un petit peu Todd McFarlaneien, d'ailleurs, je trouve, si vous voulez mon humble avis. Il y a évidemment des inspirations, parce que Todd McFarlane a inspiré des générations entières de lecteurs. Et donc voilà. Alors, on pourrait croire qu'après Maximum Clonage, la saga se termine et que Marvel va refermer cette page. Alors, il faut toujours une petite page, des petites pages avec Mary Jane en nuisette, sinon c'est pas drôle. Mais non, parce que ça va continuer, donc, cette saga a l'air de se terminer pour le moment, mais ça va repartir très très vite, puisque dans Web of Spider-Man, donc il y a une saga qui s'appelle Exilé, eh bien, nous voyons la suite. Donc, Steven Butler est au dessin. Ce dessin est absolument magnifique. Il y a peut-être dans le monde un propriétaire de cette page. C'est sexy en diable, comme on dit. Et donc, Steven Butler, un dessinateur qui, aujourd'hui, doit avoir vieilli, j'imagine. C'est très, très beau ce qu'il faisait, Steven Butler. C'est très, très chouette. Et je trouve... C'est marrant parce qu'il y a un plan un peu comme ça dans les Wildcats de Jim Lee, réédité récemment chez Urban, et je me demande si l'un n'aurait pas copié l'autre. Je ne sais pas qui. En tout cas, c'est très très chouette, ce dessinateur, ce dessin et ce dessinateur, c'est très sexy. Et voilà. Et en fait, après toutes ces sagas du clone, eh bien, le fait d'avoir des personnages
le fait d'avoir ces personnages, ces clones qui se baladent dans l'univers est quelque chose de complètement admis. Et donc, dans quasiment tous les arcs et tous les épisodes, il les utilise. Et tout ça, ça forme la saga du clone. Épisode de Amazing Spider-Man qui n'est pas... Derek Robertson. Je reconnais le style de Derek Robertson de l'époque. Vous voyez, et j'ai l'œil. Hein. Donc, on est très très loin, comme vous pouvez le voir, de ce qu'il a fait sur The Boys. Derek Robertson, il avait pris la suite. De Mark Bagley. Ah, ça, c'est très très chouette, ça, ce dessin. Il avait pris la suite de Mark Bagley sur les New Warriors, souvenez-vous. Et voilà. Ensuite, nous avons Derek Robertson qui est annoncé. Pat Broderick revient au dessin pour le Spider-Man numéro 162. Donc voilà, comme vous... Alors, a priori, Kane n'apparaît pas, mais Scarlet Spider, Ben Reilly et Peter Parker interagissent donc dans cette saga, et toujours Sal Buscema ancré par Bill Sienkiewicz. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte d'unité graphique entre tous les artistes, et puis ça dénote un peu, mais j'aime bien qu'une série est un style. C'est un peu comme quand on avait les crossovers X-Men dans les années 90, où on avait, je sais pas, Greg Capullo, Tony Daniel sur des crossovers, et en plein milieu, on avait Jaeli qui faisait les épisodes d'X Factor, et d'un coup, c'était un dessin un peu différent, et c'est vrai que ça allait un peu moins bien avec le reste. Dans l'unité graphique, ça pouvait choquer, mais quel talent. C'est vraiment bien, et puis c'est bien d'avoir des styles de dessin différents. Ça a toujours été le propre de Marvel, de la Maison des Idées, d'avoir des dessinateurs qui sortent du moule et qui sortent du cadre. Je pense évidemment à Bill Sienkiewicz, je pense évidemment à Chris Bacalo. Voilà, il y a eu à toutes les époques, il y a eu des dessinateurs, Jaeli évidemment, des dessinateurs qui ont apporté quelque chose d'assez différent. Le Web of Spider-Man avec le retour des New Warriors et Steven Butler au dessin. Donc, on aime bien Steven Butler, et puis on aime bien ses belles poses de Spider-Man. On aime bien sa Mary Jane qui est magnifique. Sous dessinateur, je pense qu'ils ont tous été amoureux à un moment de Mary Jane, parce qu'ils l'ont vraiment sublimée et ils en ont vraiment fait quelqu'un de... Voilà. Exactement voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est très chouette. J'aime beaucoup. Je redécouvre ce dessinateur Steven Butler avec ses pages, et ça fait plaisir parce que ces omnibus sont sortis il y a quelques années, et que ça faisait quelques années donc que je ne les avais pas refeuilletés. Ça ressemble à du Angel Medina. Est-ce que je me trompe pas? Angel Medina, incroyable, qui deviendra plus tard un des dessinateurs stars de Spider-Man. J'avais oublié que Angel Medina avait fait des pages. Angel Medina qui nous a tous étonnés avec la série Black Wolf. C'est vrai qu'elle est enceinte, Mary Jane, j'avais oublié. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait de ce bébé après, j'ai oublié. Angel Medina, il fait Black Wolf, je ne sais pas si vous vous souvenez, un personnage inconnu, mais on adore. Ensuite, il fait Warlock. Alors là, sur Warlock, c'était dingue, Angel Medina. Et puis après, il a fait du Spider-Man, il a fait du Venom, il a fait du Spawn. Et Angel Medina, je ne sais pas ce qu'il fait. Alors c'est pareil, hein, il doit plus avoir 25 ans, mais c'est un dessinateur qui du jour au lendemain a disparu. Il a dû faire autre chose, hein, mais c'est dommage parce que l'industrie des comics a perdu un très bon dessinateur. Alors là, dans cet épisode de Spider-Man numéro 63, on a le retour de Jill Kane au dessin, la légende Jill Kane. Puisque c'est tout simplement un des très très grands des années 80 qui revient pour le plus grand plaisir de tous. Alors, je trouve que sur ce dessinateur, sa force, c'est les humains. C'est dessiner les humains, comme on l'a vu sur les premières pages. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Et c'est des dessinateurs qui, souvent... marchait mieux avec des couleurs plus classiques. Les couleurs par ordinateur moderne, ça marchait un petit peu moins bien. Mais quel plaisir de voir ce dessinateur revenir. Sal Buscema, magnifique couverture. Et donc Bill Sienkiewicz, encore une fois. Sienkiewicz, on dit. Donc Mary Jane qui va avoir bientôt son bébé, avec des pages magnifiques de Buscema. Donc il faisait vraiment appel quand même déjà à des dessinateurs. Il y avait la nouvelle vague, mais il y avait aussi... les dessinateurs comme Buscema ou Sal Buscema, c'est pas John, hein, Buscema comme vous voulez, ou Jill Kane qui font partie du patrimoine, hein, qui fait déjà partie des meubles à l'époque, et qui sont des légendes. Donc ça c'est vraiment super chouette. Steven Butler, en fait je me réjouis à chaque fois de découvrir les épisodes de Steven Butler, sauf que là j'ai l'impression que c'est pas lui. Non, c'est pas lui.
C'est un dessinateur assez cartoony, assez anguleux, qui s'appelle Paras Karounos, pardon, oh là là, je ne sais plus lire. Et je n'ai jamais entendu parler de ce dessinateur. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas fait carrière, même s'il y a des choses intéressantes, comme vous le voyez, avec ce Scarlet Spider. Full Action Amazing Spider-Man par Mark Bagley. Et là, ouais, c'est ça, c'est bien Mark Bagley au dessin. Voilà. Hop. Tac. Ensuite, le retour de Jill Kane, de Jill. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans un énorme crossover saga du clone, vous voyez. La saga du clone, ça s'étale sur des années et c'est vraiment, on pourrait dire, c'est la période qui regroupe l'arrivée des clones, dont Ben Reilly, et jusqu'à finalement sa conclusion. Mais il y a évidemment des arcs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Maximum Clone Age, mais pas que. Vous voyez, il y a aussi des arcs plus calmes, quoi, plus reposés, avec les personnages tels qu'on les connaît. Alors, Ben Reilly se fait un peu pousser les cheveux, ça nous permet de les reconnaître, à un moment. Tom Morgan. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc là, voilà, là on n'est pas dans une saga du clone, c'est juste que ça met en scène la Scarlet Spider, quoi. Et les épisodes se suivent, évidemment, interagissent entre eux. Oh, Paris Label, Marc Bagley à Paris. C'est chouette. Hop. Voilà, à moins que ce soit Las Vegas. C'était peut-être Las Vegas. Non, c'est Paris. C'était Paris. Hop, voilà, Marc Bagley, hop. Marc Bagley qui a eu... oh, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette pose. Quelle carrière, ce Marc Bagley. Scarlet Spider, couverture de John Romita Jr. Alors, à l'époque, John Romita Jr., il avait fait un one-shot, hein, il avait fait les Lost Years de Ben Reilly, là, qui était dans le premier tome. Et avec Al Williamson à l'ancrage. Waouh! La Dream Team, quoi. Et alors... John Romita Jr., il avait fait plein de choses déjà, hein. Il avait fait du Daredevil, il avait déjà une carrière. Hein. Et c'est après qu'il prendra vraiment les rênes de Spider-Man. Puisqu'après cette période-là, il y a une période... alors, on a été coupé parce que mon téléphone a coupé. Donc, on continue. On en était à John Romita Jr. sur la série. Donc, je disais que Howard Mackie allait arriver et que... John Romita Jr. va devenir un des dessinateurs majeurs de Spider-Man, avec John Byrne qui va non seulement prendre une des deux séries principales et lancer le Spider-Man Chapter 1. Et puis après, au début des années 2000, quand Straczynski va prendre au scénario la série Spider-Man, eh bien c'est John Romita Jr. qui va bien entendu revenir aux affaires. Voilà. Hop, Sal Buscema et Sienkiewicz, avec Jimmy Palmiotti, c'est marrant, Jimmy Palmiotti, donc qui deviendra quelques années plus tard le co-créateur de Marvel Knight et le co-éditeur de Marvel Knight, le label, et il sera encreur sur la série Daredevil, bien entendu, avec Joey Quesada. Voilà. Voilà, donc cet omnibus se termine, voilà, avec ces galeries de couverture et évidemment les crédits des créateurs. Voilà tous les épisodes que vous retrouvez dans cet omnibus, ce second omnibus, magnifique omnibus, voilà, numéro 2, et puis on vous fera un page à page du troisième, évidemment, numéro. Je vous invite évidemment à soutenir la chaîne si vous le souhaitez. On a un compte Tipeee pour ça, si vous souhaitez contribuer à la hauteur de vos envies et de vos moyens. Le lien est en descriptif de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo page à page. Salut!